C'est impressionnant cette... Alors, le cinéma. C'est toujours à savoir où est-ce qu'il va être intercalé entre quelle architecture. Les petits cinémas comme ça, c'est un peu la surprise. Alors... Comment anime-t-on vraiment une salle de cinéma ? Qu'est-ce qui fait que le public se souviendra d'une séance, d'une rencontre ? Et comment va-t-on chercher ce public d'ailleurs ? Je suis Mélanie Ohaillon, je travaille à la CAP. Derrière ces lettres se cache le pôle régional Images des Hauts-de-France. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire aimer le cinéma, j'ai eu envie de vous faire découvrir le métier de ceux et celles qui créent du lien entre les salles et les spectateurs. Dans ce nouvel épisode, j'ai rendez-vous avec Céline Hugues au cinéma Le Flandria à Bailleul. Bonjour Céline. Bonjour Mélanie. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je suis contente d'être arrivée à Bailleul. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on est, Bailleul, la salle de cinéma, m'en dire un peu plus ? Il y a 15 000 habitants. Il y a une salle de cinéma depuis très longtemps qui était d'abord privée, qui a été reprise par une association dans les années 90 et puis qui a été municipalisée au début des années 2010. C'est une salle qui est un lieu de vie au-delà de la diffusion, puisque la diffusion sur les territoires, elle existe. J'étais un petit peu surprise en fait de la façade du cinéma dans la petite rue. Le bâtiment, en fait, il est un peu ancien et en même temps, j'ai l'impression qu'il s'est un peu étendu. Est-ce qu'il y a une histoire par rapport à ce cinéma au niveau de l'architecture ou... C'était d'un seul tenant. Il y avait un bistrot et la salle derrière. Il y avait les toilettes en commun avec le café. C'était super bizarre de se retrouver dans cette ambiance où ça sentait le tabac, il y avait plein de bruit. Enfin bref, c'est comme si la répartition était contrainte à chaque fois par le bâtiment. Au-dessus de la caisse, c'est chez le voisin, par exemple. C'est pas coupé net, quoi. Alors ton bureau est au-dessus de la médiathèque, c'est ça ? Ouais. Ouais, c'est un cadre agréable et puis ouais, comme je te disais, moi des fois si j'ai une idée, je me lève de mon bureau, je vais au bureau de mes collègues pour qu'on fasse directement des choses en lien. D'accord. C'est facile, ils peuvent pas, on peut pas me ghoster quand je suis dans le bureau. Ah ouais. Là, c'est jeudi, on est fermé, c'est fermé au public. D'accord. Toi, t'es originaire de Bailleul ? Oui. Et ça fait combien de temps que tu travailles dans la salle ? Depuis qu'elle a été municipalisée, donc 2012. Et comment t'as été amenée en fait à travailler dans une salle de cinéma ? C'est quoi ton parcours ? Ce qui a fait que je me suis retrouvée là, c'est que à côté de ça, j'ai fait beaucoup de choses dans le milieu associatif en tant que bénévole et sur des associations d'expression artistique. Moi, je fais de la musique. J'ai collaboré avec des gens sur le carnaval, parce que d'extérieur, ça peut sembler n'être qu'une teuf, mais en fait, non, on fait plein de trucs en amont. Et le fait de travailler en groupe, de se mettre ensemble, de mettre plein d'énergie et d'inventivité, je trouvais ça génial. L'idée, c'était de pouvoir continuer à explorer ça, que ce soit rémunérateur et pas juste que du bénévolat. Concrètement, aujourd'hui, c'est quoi ta fonction au sein du cinéma ? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Il y a deux aspects. Il y a vraiment l'aspect de la gestion pratique, tout ce qui est lié au personnel, toutes les finances, la logistique. Et puis ensuite, il y a la programmation, donc éditorialiser un peu la proposition de la salle. On est en concertation avec Elsa, qui est sur le poste de médiatrice. Et puis Guillaume et David, qui sont projectionnistes et caissiers. Parce que eux, ils ont directement un contact public vraiment quotidien, donc les demandes, etc. On travaille vraiment ensemble à aller chercher des partenaires pour les animations, à penser tout ce qui fait les plus-values des séances ensuite, quoi.
Donc du coup, la collaboration, elle est super riche, quoi. Sur la médiation tout public, j'ai l'expertise du territoire. Donc c'est plus facile pour moi, je pense, de penser à tel ou tel partenaire, à également d'identifier les ressources qu'on va pouvoir mobiliser. Dans la programmation du cinéma, il y a ce côté, en fait, de pas hiérarchiser les contenus, donc pas hiérarchiser les films. Ça, c'est important, je crois, dans la programmation ici, c'est de pouvoir ouvrir vraiment l'horizon des spectateurs à une cinéphilie très large. C'est un peu particulier de faire de la série en salle de cinéma. La philosophie, au départ, c'est vraiment que personne ne se dise « cette salle, elle n'est pas pour moi ». C'est une salle municipale, il y a une notion de service public, et même si on ne peut pas avoir un temps qui va pour tout le monde, il faut un temps pour chacun. En tout cas, c'est comme ça que c'est pensé. Et pas oublier des films à réessai importants aussi, mais pas se dire que y a les bons films et les films populaires, il y a hiérarchiser, catégoriser les publics, et on a des gens qui viennent à tout ce qui est proposé assez indifféremment, donc ça c'est chouette, quoi. J'ai un exemple que j'aime bien. Après les fermetures Covid, à un moment où on avait passé Aline, le film de Céline Dion. On avait proposé un karaoké derrière, forcément. Il fallait garder la distanciation, il fallait être masqué quand on se baladait dans la salle. Et du coup, on s'est retrouvés après séance avec ce qu'on appelait des groupes sociaux, enfin des grappes de personnes qui étaient venues ensemble étalées dans la salle. Et le fait de jouer avec le micro, de chanter à tue-tête, parce qu'on avait des énergies à lâcher. Et moi, je courais d'un bout à l'autre avec les micros. J'ai réussi à faire chanter tout le monde. Il s'est vraiment passé quelque chose. On n'était pas sur un grand film à découvrir. Enfin, je sais pas si... Il est bien, le film, hein, mais voilà. C'est la maison du Hobbit. Avec le minibar. Ah ouais. Une fois que tout le monde est parti, qu'il reste juste les habitués, c'est ça? Les gens le savent. Hein. Mais non, mais il n'y a pas de, jamais de temps d'animation qui soit pas suivi de. On dit quoi? Ah oui, temps de convivialité. Bon, on boit un coup, quoi. Mais il y a souvent le deuxième débat à ce moment-là. Hein. C'est vachement bien. J'ai cru comprendre ici qu'il y avait un gros travail d'équipe. Et notamment que vous aviez quand même un leitmotiv assez particulier ici, notamment sur la dérision, sur le bricolage. Enfin, voilà, il y a des petites choses comme ça, en fait, qui apparaissent dans la façon d'animer la salle de cinéma ici. Est-ce que tu peux donner quelques exemples ? Quand la salle a été rachetée par la ville et donc confiée à une association, Guillaume est arrivé très vite. Ça fait 20 ans qu'il est là. Et il adore bricoler, penser des petits mécanismes, faire des robots, des choses comme ça. Et ça, c'était préexistant quand moi je suis arrivée dans l'équipe. Donc il y avait déjà un petit peu un côté de faire avec pas grand-chose et puis d'y trouver du plaisir et puis que ça fasse sourire les gens. Ça, c'est lui qui pose ça du départ. Après... il faut qu'on mette en place des actions où nous-mêmes on a envie de venir, et si on s'amuse pas quand on prévoit le programme, si on n'est pas enthousiaste à ce qui se passe, je vois pas comment on va le vendre au public, quoi. Et c'est vrai qu'après on a de l'émulation. Par exemple, quand on a fait les opérations séries et cinéma, à chaque fois qu'on disait binge watching, moi je pensais à binge les pommes de terre, et du coup on rigolait avec ça. On avait mis une petite pomme de terre sous des projecteurs dans le hall pour dire aux gens, en attendant l'événement, on vous offre cet instant binge-watching. Vous pouvez regarder cette pomme de terre, quoi. C'est bête, mais ça nous permet de faire de la com avec pas beaucoup d'argent. Le cours de la patate, il a monté, hein, mais ça va. Enfin voilà, par exemple, Elsa qui arrive en cours de route, elle s'y retrouve aussi sur des choses comme ça. Et quand elle a fait une rétrospective Agnès Varda, et donc, pour un peu faire la promotion en amont, elle avait lancé un concours de photos de pommes de terre. Et on a eu des participants.
Il y a une action en salle aussi que j'ai pu découvrir, c'est les soirées pyjama. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que les soirées pyjama en cinéma? Ça, c'est une idée d'Elsa. On fait ça chaque vendredi, veille de vacances scolaires, avec un film jeune public. On essaye de prendre assez large sur la tranche d'âge, parce qu'on sait que quand ils viennent en famille, ils viennent avec les fratries. On les invite à venir en pyjama, avec les doudous. Comme ça, après la soirée, il n'y a plus qu'à les mettre au lit. L'accueil se fait à partir de 19h30. On a le dessert, une activité, et puis ensuite, il y a le film. Et maintenant, il y a une telle habitude qu'on pourrait ne pas y aller. Les gens s'organisent, servent le dessert à tout le monde entre eux. La dernière fois, ils nous ont rangé tout le matériel pédagogique avant le film. Ça, c'est super parce que c'est vraiment le public qui se saisit de la proposition et qui est comme à la maison, quoi. Tu fais encore de la médiation alors que tu te consacres à la programmation et à la mise en partenariat. Qu'est-ce qui te plaît en fait dans ce travail-là? Le partage, le fait de partager un moment comme ça, avoir directement le retour des spectateurs et puis être content sur tous les gens qui ont participé à mettre ça en place. C'est vraiment le partage du moment. Puis on se nourrit vachement de ce qu'on propose aussi. Moi, depuis 10 ans que je suis là, la personne qui a bénéficié le plus de la médiation, c'est moi. Le lien avec la programmation, c'est aussi quand on a vraiment été enthousiasmé devant un contenu, pouvoir en faire une séance où on voit des gens qui s'enthousiasment de la même manière, bah c'est vachement gratifiant. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait faire ce métier de médiateur cinéma? Ce qui fait que nous, on arrive à mettre plein de choses en place, c'est qu'on n'a vraiment pas peur de l'échec, parce qu'il y en a. Le fait de vouloir absolument une garantie sur la fréquentation et sur le fait que ça plaise au plus grand nombre, c'est ce qui des fois empêche d'être libre dans la façon de penser la séance. De ne pas avoir peur, tenter des choses, de se faire confiance, penser des choses où on a envie d'aller. Quel plaisir tu penses ils ont à venir dans cette salle plutôt qu'une autre? C'est une salle de proximité. Ils aiment aussi le fait de pouvoir y venir à pied, d'y être reconnu. Les abonnés, la plupart, on peut les appeler par leur prénom, d'avoir un truc comme les bistrots dans le temps, tu vois, le deuxième lieu de vie à côté de la maison. Il y a quand même des gens qui viennent presque toutes les semaines. Ils viennent comme à la maison, dans un cadre qu'ils connaissent, qui est rassurant, et avec une partie aussi où ils viennent découvrir des choses. Donc, se mettre confortable et se faire bousculer, se faire emmener en même temps. Est-ce que justement, le fait de travailler dans une salle de cinéma, ça te donne le sentiment d'avoir une place particulière? Bah oui, complètement, parce que j'habite la ville aussi. Donc, les spectateurs sont également mes voisins, les gens avec qui je fais des activités, etc. Ça mène plein de choses sympathiques, hein. C'est vrai que les gens disent bonjour facilement dans la rue. Après, bon, des fois, on me demande des films quand je suis au supermarché avec mon caddie. Et surtout, ce qu'on défend, c'est que les gens comprennent vraiment que c'est leur salle. Nous, on est là en organisation, on chapeaute, mais c'est leur salle. Ils peuvent faire des remarques, demander des choses, et on doit prendre ça en compte. Et puis aussi sur toujours avoir en tête la mixité des publics, même si c'est un vœu pieux, je sais pas si on peut dire ça, d'avoir une vraie mixité sur une séance, mais en tout cas c'est toujours un objectif. Ça veut dire quoi la mixité des publics? Faire se croiser des gens qui se croiseraient pas. Est-ce que tu te souviens de réactions particulières que tu as pu avoir de la part de spectateurs lors de séances ou d'osmose peut-être aussi avec les spectateurs? Est-ce que tu te souviens d'une séance comme celle-ci? Dans celles qui ont le mieux marché par le passé, par exemple, on avait travaillé avec une association locale qui fédère un peu les femmes au foyer, un peu isolées, etc. On avait passé Noland Song. On avait reçu la productrice du film. Il y avait 80 personnes en salle. Le film les a beaucoup émus. Il s'était vraiment passé quelque chose parce que c'est pas du tout un contenu qu'elle serait venue voir
sans l'émulation qu'on a su faire autour du film. Et il y a eu un moment de partage derrière avec la productrice qui était là pour expliquer comment ils avaient travaillé, etc. Enfin, c'était super. C'est une des premières fois où on avait réussi comme ça à intéresser. Et puis, comme le film était assez chargé, il y avait une émotion collective aussi qui était importante. Une fois, on avait fait un ciné-conte pour les tout petits, et du coup, j'avais fait une boîte noire, quoi. J'avais mis du tissu noir partout, dans un espace carré, et moi, j'étais avec les bouquins, assise par terre là, cachée. Et une fois que tous les gamins étaient là, Elsa les a fait asseoir devant, puis elle a ouvert la porte, et moi, j'étais derrière avec mes petites lampes et mes livres, sur l'effet waouh. Ça, c'est rigolo aussi quand on se lance dans des trucs comme ça, tous ces petits moments de doute avant que les gens ils arrivent. Est-ce que le fait d'être une salle municipale, ça a aussi des avantages ? L'avantage principal, c'est que on peut s'appuyer sur l'ensemble des équipements de la ville et du parc matériel au niveau de la logistique. Il y a eu une séance où on a travaillé avec un groupe d'étudiants. L'idée, c'était de faire une soirée autour de Midsommar. Je peux directement aller chercher dans le parc matériel les spots à LED, etc. On met des ambiances de couleurs dans la salle. Je fais livrer par les jardins des végétaux. Et puis, on les a rendus inquiétants avec des éclairages rouges, vert fluo, etc. Bon, ça m'a rien coûté. C'est des ressources directes. Sur les équipements, on peut aller utiliser d'autres salles de la ville. Quand on a un temps restreint ou pas assez d'espace pour une animation, on va sur une salle polyvalente à côté. Une fois, on a fait un ciné-goûter à la salle de sport. Le film s'adressait aux enfants des 5 ans, c'était Sam Sam. Donc on savait que le public c'était petit et le film il était plus long par rapport à leur capacité d'attention. On cherchait quoi faire avec. Elsa, elle me dit, ils vont être intenables, ils vont courir partout. Du coup, je me dis, ah bah ouais, chiche. On les a emmenés courir partout. On a pris la salle de sport, on a pris tous les modules de gym et on a monté un parcours d'entraînement de super-héros. C'est quand même un gros avantage sur des choses comme ça. C'est quoi l'animation la plus folle que t'aies montée dans le cinéma ? On l'a pas encore faite. Mais on a une idée qui traîne depuis longtemps, mais ça, c'est Guillaume qui veut faire ça. Bon, ça va nous demander beaucoup de boulot d'organisation, d'écriture, mais on veut faire une fausse séance 4D, mais maison. Avec, par exemple, d'avoir des sprays pour faire la pluie dans la salle, d'amener l'odorama sur le film. Mais il faut qu'on repère le bon film et qu'ensuite on puisse rédiger toutes les interventions. Mais ça, c'est sous le coude. Il me disait, oui, si on pose du lino dans les rangs, sous les pieds des gens, qui vont pas forcément voir en s'installant. Et dans des scènes de course-poursuite de voiture, on tire tout d'un côté, comme ça, pour bouger. Enfin bref, entièrement bricolé. Après, on a fait aussi des séances... on en a fait qu'une fois, une séance délocalisée. On était allé dans une usine désaffectée pour recevoir le réalisateur d'un documentaire qui s'appelle « Les coriaces sans les voraces ». Le film s'ouvre sur les machines d'usine en train de tourner. Donc, se retrouver dans cette usine désaffectée, sur le béton comme ça, sur les chaises en plastique, et regarder des machines d'usine en train de tourner, c'était, y avait quelque chose d'hyper intéressant, quoi. Surréaliste un peu. J'ai l'impression que des fois de vous imaginer en fait dans les bureaux. Tiens, en fait, j'ai une idée qui vient de sortir. Comment ça se passe, non ? Oui, ouais, c'est ça. Ouais. T'imagines pas le nombre de mauvaises idées qui voient pas le jour, hein, aussi. Il y en a plein, hein. Je me dis, non. Il y a incarné des mauvaises idées quelque part ou... Non. Puis comme on essaye que la salle, elle vive aussi au rythme de l'actualité de la ville, de ce qui se passe, on ne fait pas toujours du cinéma. Il y a quelques années, la fête de la musique, ce qui était proposé, c'était des concerts un petit peu partout et donc un parcours pour les spectateurs. Et on a proposé du Guitar Hero sur le grand écran. C'est ça, l'idée, c'est de rebondir sur ce qui se passe aussi autour de nous, de pas fonctionner comme une île. Est-ce que plus jeune, tu t'imaginais travailler dans une salle de cinéma ? Je m'imaginais pas travailler. Je savais même pas que ça pouvait être un métier aussi, de faire ça.
fais partie de ces gens qui ne s'imaginent pas qu'il y a autre chose que la projection et même du travail hors temps de projection. Ouh là là. Donc non, pas vraiment, c'est fait au fil de l'eau. Comment justement, t'arrives à te nourrir? Combien de films par semaine? Combien de films par jour? Je sais pas. Allez, au moins 3 par semaine. À la maison, j'ai le vidéoprojecteur sur les grosses enceintes et je regarde tout dans mon lit. Mais je travaille. C'est aussi d'être à l'affût. Et comme on a des temps professionnels de rencontres, bah voilà, je prends énormément ce que me rapportent les autres de ce qu'ils ont repéré. Ça, c'est très nourrissant. Les temps d'échange pro comme ça, c'est vraiment précieux. Et après, vraiment être attentif à ce que repèrent aussi les spectateurs. On en a quelques-uns qui sont très cinéphiles, qui suivent comme ça les choses en amont. En janvier, on a reçu Raphaël Terry pour un film qui s'appelle L'Envol. J'aurais pas fait attention, mais en fait, il a un ancrage local parce que lui, il vient, avant du cinéma, il vient de la musique traditionnelle. Et en Flandre intérieure, il y a un gros réseau de musiciens. Donc, il a des copains qui m'ont dit, il faut programmer ça. Nous, on le fait venir, il dort à la maison, il n'y a pas de problème. Et du coup, de vraiment prêter attention à ces sollicitations-là. Et puis, c'était une super rencontre, quoi. Donc, ça c'est nourrissant aussi de bien faire attention, de pas se dire c'est moi qui choisis, c'est moi qui sais quoi. Enfin. Et est-ce que justement le fait de choisir, des fois tu te dis tiens, je suis fan de ce réalisateur ou de cette réalisatrice-là et c'est peut-être l'occasion de la faire venir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé en fait de programmer un film dans ce sens-là? Bah, j'ai toujours j'ai toujours un petit peu peur qu'il n'y ait pas de public derrière, que ça se passe pas bien. Là, j'avoue, je suis pas franche. Peut-être ça viendra. Hein. Ça met une pression supplémentaire parce que c'est normal. C'est les gens qui ont payé de leur personne pour que le film existe et du coup, il y a une responsabilité supplémentaire dans le fait qu'il y ait du répondant public, qui se déplace pas pour rien. Et du coup, c'est comme s'il y avait une sanction affective qui est pas de public. Et se retrouver, se sentir responsable de ça, ça m'effraie. Eh bien, merci beaucoup Céline d'avoir partagé ce moment ensemble. Ce fut un réel plaisir d'échanger avec toi sur l'énergie que vous arrivez à déployer. Merci à toi.